Bonsoir Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct, président du comité stratégique des centres Édouard Leclerc, pour vous interroger donc les téléspectateurs de BFM TV. Qui vont pouvoir vous envoyer. C'est une première, je crois, avec vous ce soir. Vont pouvoir vous envoyer et ils le font depuis 17h. On a déjà une bonne rasade de questions à vous soumettre tout au long de cette interview. Face à vous, évidemment, eux aussi vont vous poser des questions, sinon c'est pas drôle. Frédéric Bianchi est là. Bonsoir Fred. Bonsoir. Merci d'être là, qui a fait ses courses comme d'habitude. Journaliste BFM Business, Nora Amadi et Antonin André. La première question, c'est pas moi qui vais la poser, c'est Nour, téléspectatrice de BFM TV. Elle est très simple. La voici, cette question de Nour envoyée par le QR code. Elle est pour vous, Michel-Édouard Leclerc. La voilà. Voici cette question concernant l'inflation à 2 chiffres dont vous parlez. Pouvez-vous donner des exemples concrets, faire un comparatif entre hier et aujourd'hui? Oui. Alors la journée était longue pour moi. Je suis désolé, je ne sais pas à quelle heure vous avez démarré, vous. Mais... Toi aussi, mais c'est vraiment pour vous que... C'est sympa. Que j'ai dit oui, parce que ça fait des 5h30 aujourd'hui. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est un peu plus tard. Oui, il est un peu après. Qu'est-ce que je peux vous dire? D'abord, l'inflation constatée dans les magasins et pas simplement sur l'alimentaire, elle est supérieure à 2 chiffres. Tout le monde m'a un peu contesté quand j'ai annoncé ça, mais aujourd'hui, je crois que même Bruno Le Maire le dit. De toute façon, les consommateurs l'ont constaté dans le caddie. 2 chiffres, ça veut dire qu'on est au-delà de 10% pour la majorité des produits alimentaires. En gros, si vous voulez, même si Leclerc n'a pas tout répercuté des hausses négociées avec les fournisseurs déjà en 2022, on a 3 mois de retard, ce qui fait que ça bagarre quand même un peu dans l'Ouest et tout ça. D'ailleurs, en France, entre enseignes, il y a à peu près 10% de hausse moyenne sur l'ensemble du chiffre d'affaires, dont 14% sur l'alimentaire à peu près. Et juste ce que je viens vous dire, c'est que vous savez qu'on est rentré dans une période de négociation. On reçoit des nouveaux tarifs pour 2023 et ça remet la gomme, quoi. Ça va être chaud puisqu'il n'y a rien en dessous de 10% dans les demandes. Si on acceptait, j'avais dit d'ailleurs ici sur BFM aussi, que si on avait accepté toutes ces hausses, ce serait un tsunami. Et en fait, évidemment, on ne va pas les accepter. Évidemment, on va travailler avec discernement, mais on va négocier, notamment avec les très grandes entreprises internationales. Mais ça va de 10 à 39%. Donc, qui vous demande 39%? Dans les produits pour animaux. Le pet food, comme ils disent, il y en a qui... mais bon, on ne va pas laisser passer. Vous n'allez pas laisser passer ça. On va parler des négociations. Mais des grands, parce que ils sont 2 à faire le marché, Nestlé et Mars. Donc on va négocier. Pardon. Donc quand vous dites ils sont 2, vous êtes en train de nous dire qu'il y a quoi? Il y aurait une entente pour faire en sorte. Soyons clairs. Non. Ce ne serait pas entendu pour dire on va augmenter. S'il y avait une entente, vous entendriez Leclerc. Mais non, c'est simplement même dans le parallélisme des comportements. Aujourd'hui, c'est beaucoup de hausse pour des boîtes qui nous ont déjà fait le coup cette année. On n'a pas fini l'année. Et qui ont quand même distribué des dividendes et qui ont quand même sorti des marges. Donc, il y a matière à négocier. C'est mon job. C'est le job historique de Leclerc que d'essayer de vendre moins cher. Ça bagarre avec Hyper U, avec Lidl, et les enseignes les moins chères français. Il y a Carrefour aussi et Intermarché qui reviennent un petit peu dans la course parce que tout le monde a peur de la récession après Noël. Et on va en parler. Mais par contre, parce que ça sert à rien d'avoir du prix s'il n'y a pas le marché. C'est vrai pour l'agriculteur, c'est vrai pour l'industriel. Mais je trouve qu'il n'y a pas de rationalité à toutes ces hausses, dont une partie sont d'anticipation. Je ne suis pas idiot, je vous ai entendu sur l'énergie, on sait lire les comptes, mais ce n'est pas transparent ce qu'on nous amène. On va rentrer dans le détail des prix, dans le détail des différents produits, etc. Frédéric Bianchi, vous êtes allé faire vos courses. Alors, je suis allé faire des courses. Chez Leclerc? Chez un concurrent. Chez un concurrent. Chez un concurrent, mais je pense que on peut le citer. Moi, chez Carrefour. Je vais dans tous les magasins. On est dans Carrefour, mais voilà, ce sont les prix qu'on trouve à peu près partout. Donc 12% de hausse. On va essayer de l'illustrer avec le passé et le futur. 12% de hausse, c'est ce qu'on constate dans la grande distribution. Dans la grande distribution, c'est ce que nous dit le panier Listiri, c'est ce que nous dit Nielsen. Sur l'alimentaire. Sur les produits de grande consommation, voilà. Donc plus 12%. Alors plus 12%, évidemment, il y a de grandes disparités. Le plus cher, le champion depuis 1 an, toutes catégories confondues, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est
La viande surgelée, plus 32%. Okay. Ça, c'est le produit qui a le plus augmenté depuis un an. Je vous ai mis une petite post-it, j'ai caché les marques, mais on est à peu près pareil sur toutes les marques. Ce sont d'ailleurs plutôt les marques Leclerc, les marques Carrefour qui augmentent le plus plutôt que les grandes marques. Le deuxième produit qui a le plus augmenté depuis un an, alors il ne faut pas être enrhumé, c'est les mouchoirs. Plus 28%. Mouchoirs en papier, plus 28%. Vous voyez, c'est une des plus fortes hausses. Comme tous les produits papier d'ailleurs, l'essuie-tout, tous les produits papier ont fortement augmenté. Ça, c'est le passé. Maintenant, on va voir l'avenir. Les grands industriels qui demandent des hausses de produits, et bien là, je vous ai mis quelques produits, 3 produits de hausse assez fortes demandées par les industriels. Les enfants, ça va coûter plus cher, 26% pour cette grande marque de bonbons. Ça, c'est ce que demande. C'est ce que demande cette Haribo. marque de bonbons allemande. Haribo, on peut la citer. Voilà, c'est 26%. Apparemment, c'est ce qu'ils auraient obtenu auprès de certains acteurs de la grande distribution. Alors peut-être pas chez Leclerc. Je trouve que, pardon, si vous me permettez, vous embrouillez un peu parce qu'il y a le prix que vous avez acheté et puis ça c'était pour 2022. Ça c'est la hausse qui est demandée pour 2023. Là voilà. Ouais, c'est ça parce que vous parliez de vos courses et donc ça absolument. Vous n'êtes pas censé savoir que ça va augmenter, mais 26% parce que le patron d'Haribo nous a dit que c'était 26% qu'il avait demandé. Il veut ça. Il veut ça. Ouais. Il veut ça et il l'aurait obtenu apparemment auprès de certains non, je vous en prie. La négo ne fait que commencer et elle va être clôturée en février. En tout cas, il a assez confiance sur des augmentations assez conséquentes, sachant que les bonbons peuvent augmenter pour le moment, à 3%. Il nous dit c'était une augmentation décidée en mars. Ouais. Donc voilà, les bonbons risquent d'augmenter. On va en reparler. Allez-y, autre produit. Je fais tourner. Là aussi sur une demande de hausse. Alors des demandes de hausse aussi, une grande marque de produits traiteurs, plus 15%. Ouais. Voilà, pour ce type de produit-là. Voilà, c'est des hausses qui sont demandées. Ce sera peut-être 12, 10, voilà. Mais en tout cas, ce sont des marques qui disent avoir des factures d'énergie qui explosent et qui demandent des hausses. La volaille. Alors la volaille, ça a déjà énormément augmenté. On est à plus 35% depuis un an. Des hausses vont continuer avec plus 10% pour cette grande marque de volaille traiteur qui, en tout cas, c'est la demande qui est faite passer aujourd'hui à la grande distribution. Voilà pour les augmentations qui pourraient arriver. Et ça, ce sont les augmentations qui sont déjà là et plus 12% déjà dans nos rayons depuis un an. Par rapport, Michel-Édouard Leclerc, à ce que dit Frédéric Bianchi, là, sur ces demandes de hausse, quand un industriel arrive avec 10, 15, 25% de demandes de hausse, la négociation en face, vous ne pouvez pas lui dire « je vais vous augmenter de 2%, ça ne marche pas ». Non, c'est vrai. On a tenté le coup il y en a qui ont essayé. Au mois de mars. Ouais. Je vous rappelle, je suis venu ici chez Apolline de Malherbe plusieurs fois, BFM Business, etc. Je passais un peu pour l'agité du bocal en annonçant ces hausses déjà. Absolument. Je vous rappelle ça. J'étais contredit, y compris par Monsieur Haribo, qui est aussi président des industries agroalimentaires françaises. On va l'entendre dans une seconde. Il a une question pour vous aussi. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur ce plateau, ici, à BFM, j'ai annoncé toutes ces hausses. Et en fait, ça s'est passé jusqu'au mois de mars. On avait accepté à peu près 3% par rapport à 8% qui étaient demandés. Et puis après, vous savez, il y a eu la guerre en Ukraine, puis après, il y avait les matières premières, puis après... Et en fait, en même temps qu'on a accepté ces hausses 4 fois dans l'année, pour arriver à une moyenne de 10-12, quoi. Vous avez vu vous-même dans la communication boursière que Danone s'est félicité d'avoir pu passer des hausses de prix et à rétribuer ses actionnaires. Vous voyez que Ferrero, malgré les problèmes qu'ils ont eus de sanitaires, ils sont sortis des dividendes. Et donc, on s'est fait un peu avoir quand même dans cette négo. Vous dites... Vous êtes en guerre contre les industriels, clairement. Alors... Enfin, vous êtes vraiment. Vous dites en gros, c'est des margoulins qui se sont fait du beurre sur notre dos. J'ai assez à prendre comme ça. Ce que je veux dire, c'est ne reformatez pas en dessous moi là, margoulin. Vous dites que l'essentiel des hausses vient de là et que ce sont des gens qui se sont rétribués sur notre dos. Ce que je veux dire, c'est que j'avais dit, c'est pas que l'Ukraine. Je dis aujourd'hui, c'est pas que l'énergie. D'ailleurs, la facture d'électricité, c'est maintenant qu'elle augmente. Donc, les hausses de prix que vous avez constatées dans les magasins, les facteurs sont multiples. Il y a une vraie profession qui a une justification de l'importance demandée, c'est la volaille, parce qu'avec la grippe aviaire, le cheptel est détruit, beaucoup de bêtes ont été abattues, donc il y a un vrai problème, et notamment à l'approche de Noël, canards, etc. Je crois même qu'on a importé beaucoup de canards d'Ukraine, comme quoi le commerce extérieur de l'Ukraine continue quand même de fonctionner de par ce côté-ci de la frontière. Mais Michel-Édouard Leclerc, dans votre relation avec les industriels, vous dites dans le journal Le Monde, en fin de semaine dernière, on s'est fait avoir une fois, pas deux. Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, puisque je vais essayer, je peux faire une petite litanie. Allez-y. Voilà. Après les hausses de cette fin d'année, qui finit sur l'alimentaire à 2 chiffres, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, on a reçu à peu près un tiers des demandes de tarifs pour 2023. Ils ne sont pas encore motivés. On a 3 mois de négociation, donc je ne sors pas les flingues comme ça. Faut pas... Là, c'est vous qui parlez de flingues, c'est pas nous. Ouais. Donc, je n'ai pas dit qu'ils étaient des margoulins. Je sais qu'ils ont des hausses de matières premières, d'énergie, etc. Ce que nous voulons constater, d'abord, c'est les factures. Combien ont-ils acheté leurs matières premières? Est-ce que ce sont des matières premières agricoles françaises? Auquel cas, nous sommes obligés de les accepter. Et après, quelle est la part entre la rémunération de leurs actionnaires, de leurs salariés ou des matières premières? Alors, aujourd'hui, on nous demande, par exemple, sur l'ultra frais, on nous demande en moyenne 14,80%. Sur les fromages LS libre-service, on nous demande 16,76%. Sur les pâtes, on nous redemande 11,73, parce que les hausses passées, elles sont déjà passées. Sur la confiserie, de sucre, vous avez raison, 25,69, demandé. On a 3 mois pour discuter, d'accord. Le snacking salé, parce qu'autant le sucre a augmenté, le snacking salé, on nous demande 21,83%. Les édulcorants de synthèse, mais mine de rien, on en boulotte pas mal quand même, c'est 48%. 48,9. Donc 22% pour les plats cuisinés. 22%. Les surgelés sucrés, 19,31%. Donc ça, c'est des demandes qui arrivent à l'ensemble, je pense, c'est assez représentatif, de la distribution française, que Leclerc reçoit, les autres aussi. Mais en moyenne, qu'est-ce que vous pouvez accepter, vous? Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter en moyenne? Alors, première chose, d'abord, on va distinguer. On est en train de travailler là-dessus sur un protocole avec le ministère du Commerce, avec Olivier Grégoire. C'est de privilégier l'écoute pour les petites entreprises et les PME françaises. Je ne suis pas breton pour rien. On est Leclerc chez Leclerc, on a des Vendéens, des Alsaciens, des Normands. On est des gens de terroir, chez Inter aussi. D'abord, vous vous occupez d'eux. Donc, on va d'abord s'occuper d'eux. Et on va les traiter, on va négocier et discuter avec eux, comme on dit dans le métier, avec discernement, c'est-à-dire qu'ils vont nous montrer leurs factures, ils vont nous et on ne va pas discuter, il n'y a pas besoin de commissaire aux comptes, et surtout les PME françaises, on va les privilégier dans l'écoute et la rapidité de répercussion. Après, pour tout ce qui concerne les grandes entreprises multinationales, si c'est de l'alimentaire pur, il y a une loi qui nous oblige à accepter les hausses tarifaires de toute la matière alimentaire et des coûts de production alimentaire. Donc ça, on sera obligé de les accepter. Après, en gros, le blé dans les pâtes. Le blé dans les pâtes. Caricature un peu, mais le blé dans les pâtes. Alors dedans, il y a aussi du transport, il y a aussi du conditionnement, il y a du marketing. Et donc là, on va négocier. On va demander à tous les grands groupes d'étaler. Parce qu'après tout, ils disent tous que il va y avoir un pic, donc on va voir. Et donc, pour le coup, on va étaler sur l'année ou sur l'année prochaine. Et notamment, toutes les boîtes qui se portent bien. Je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas eu une hausse des faillites considérable cette année, et encore moins dans les grands groupes. Et donc, on va négocier, on va demander de la transparence, de la justification, et on va demander d'étaler. Parce que pour moi et pour mes collègues de Leclerc, le truc, c'est d'accepter les hausses qui sont acceptables par le consommateur et explicables par un chef de rayon, une chef de rayon, une caissière, un caissier. Ah justement, les consommateurs, ils nous regardent aussi ce soir, téléspectateurs de BFM TV, on est tous consommateurs. 2 questions pour vous. Question de Jacqueline. Si on peut voir cette question, la voici. Les prix vont-ils encore augmenter en janvier, dès janvier 2023 chez Leclerc? Dans toute la distribution, parce que avant même de parler des effets de négociation de 2023 qui prendront effet donc fin février, on a à répercuter non seulement les hausses qu'on a négociées cette année, mais en plus nos propres charges, on n'a pas commencé à répercuter nos augmentations. L'électricité, ce genre de choses. Non. Et en fait, nous, dans notre enseigne, je ne veux pas tirer à nous, mais on a décidé de viser le long terme, la confiance avec la clientèle. Nous, notre angoisse, ce n'est pas simplement l'inflation, c'est le repli des marchés qui augmentent trop vite. C'est la baisse de la consommation, en ce qu'aujourd'hui, c'est la consommation qui tire la croissance. Et c'est pas l'export, hein. Et donc, si les hausses sont trop fortes et ne sont pas acceptables, ça va casser le marché. Et on le voit
aujourd'hui, sur le marché du bio, qui est en très grosse régression, le marché de la viande, vous avez montré tout à l'heure, le charal, aujourd'hui, le marché tombe. Le poisson, les produits transformés avec le poisson, c'est cher aujourd'hui, ça casse. Je suis désolé pour les pêcheurs, mais c'est compliqué. Et puis même les produits laitiers, les crèmes dessert. Et puis, comme le dit aussi le patron de Système U, les consommateurs se replient aussi sur l'essentiel. Et donc, il y a un certain nombre, toute une partie de l'assortiment, si ça augmente trop, les produits plaisir, etc., les consommateurs vont bouder. Je vous donne la parole, mes camarades, dans une seconde. Simplement, encore une fois, il y a beaucoup de questions qui sont en train d'arriver par le QR code pour vous. Pour une fois que les téléspectateurs peuvent directement poser des questions, regardez les questions de Philippe Michel-Édouard Leclerc. La voici, je la découvre avec vous. Seriez-vous d'accord pour créer un inflascore inspiré du Nutri-Score, rouge pour les produits dont l'inflation est à 2 chiffres et vert pour les produits au prix stable? Je ne sais pas si le temps de cette inflation à 2 chiffres, on aurait le temps de transformer tous les packaging. Et puis c'est des coûts supplémentaires. Parce que vous savez, nous, on est des militants du Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est imparfait, mais ça donne une idée, A, B, C, D, E, F, de savoir si le bonbon Haribo, on va en prendre comme ça, on va les boulotter, ou si on va en prendre un peu, se faire plaisir, et puis partager avec les enfants ou avec les copains. En fait, moi, je suis un militant du Nutri-Score. Je trouve que c'est une information qui est utile. Ça n'empêche pas de consommer, mais ça nous rappelle qu'après, il faut faire un peu de footing. Mais Inflascore, ce serait trop compliqué. Mais déjà, on a changé 6000 packaging des marques de distributeurs, de la marque repère, et c'est énorme, quoi. Donc il ne faut pas non plus qu'un système d'information finisse par coûter plus cher aux consommateurs. Oui, évidemment. Et voilà. Et l'inflascore, je sais pas quoi. Il appelle ça l'inflascore. C'est fini. Oui. Mais bon, je pense que les consommateurs aujourd'hui, ils votent avec leur porte-monnaie, donc ils le voient et ils le savent. Ouais. Encore une question, Guillaume. Est-ce qu'on a la question de Guillaume? Elle arrive. Pensez-vous qu'après cette inflation record, les prix vont enfin baisser? Concrètement, on n'a aucune demande de baisse. D'accord? Bon. Donc, après, nous, dans notre politique commerciale, on demande aux consommateurs de participer à des promos, on fait des boucliers, on baisse les prix, mais sur la tendance générale, il n'y a aucun prix qui baisse, quand bien même tous les contrats prévoient qu'en cas de retournement de marché, de matières premières, etc., les consommateurs devraient en bénéficier. Pour le moment, il n'y a pas de lisibilité. On va vous apporter de l'eau, si vous en avez. Vous en avez. C'est Ouais. très bien, ça laisse le temps à Nora Hamadi de vous poser une question. Vous êtes gonflés, les amis, vous mettez des bouteilles plastiques quand même. Hein. Non, regardez. Regardez, Voilà. moi j'ai ma gourde. Mais Oui, justement, Voilà. pour tirer sur le fil de la question de Guillaume, parce que pour être clair, pour ceux qui n'auraient pas une vision très claire de ce qui se passe en termes de négociation, vous ouvrez la négociation, elle va se terminer en février, et c'est les prix pour l'année. Ça veut dire que même, imaginons que tout rentre dans l'ordre en juin prochain et qu'on puisse... C'est pas possible. Tomber. Normalement, la loi nous impose, c'est unique en Europe, parce que dans le monde entier, autrement le marché est libre. En France, on doit clôturer les négociations, c'est la loi qui le veut, à fin février, d'accord ? En fait, depuis qu'on a clôturé fin février, on a renégocié 4 fois. Et les pouvoirs publics qui étaient prêts à nous mettre des amendes si on ne clôturait pas à temps, ont accepté, voire nous ont incité, téléphoné pour qu'on renégocie avec les entreprises. Donc pour 2023, je ne pense pas que, sauf s'il y a des problèmes plus terribles en Ukraine, en Syrie, etc., c'est déjà terrible, je ne pense pas on va redémarrer le compteur INSEE en janvier. Oui. Donc, mais simplement pas de bouclier. Vous savez que le bouclier compte à peu près presque de 2,5 à 3 points d'inflation. Donc, quand on est à 6,5, vous en réalité, on est à 3, on est presque à 10. Mais alors justement, y compris pour vos produits, on avait entendu Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, nous dire il y a plusieurs mois déjà qu'on arrivait à un plateau haut, mais un plateau d'inflation. Non, il n'a pas dit ça. Il y a cette chose qui peuvent nous opposer. Non, il a dit qu'en 2023... Au début, il avait dit qu'on serait au maximum de l'inflation. Moi, j'ai entendu mi-2023. Et là, il a dit qu'il s'est repris et il a dit que l'inflation à 2 chiffres allait se poursuivre et qu'elle ne déclinerait au courant de l'année 2023. Vous pouvez relire les déclarations ou repasser les films des personnes que vous avez invitées
en début d'année 2022, les grands directeurs d'institutions, les banques, le FMI, le directeur français de la Banque de France et tout ça tablaient sur 2,5 à 3% d'inflation. Et donc, vous voyez bien... Enfin, en même temps, Bruno Le Maire, il est là pour défendre aussi la dette française, la cotation de la Maison France. Chacun son rôle. Moi, le problème que j'ai, le problème que nous avons, nous, distributeurs, c'est que cette inflation, elle est vue par les consommateurs chez nous. Et y compris, peut-être plus dramatiquement, par les consommateurs fidèles, parce qu'ils ne voient pas l'inflation chez les autres. Et donc, moi, je n'ai pas envie que les personnes qui travaillent chez nous se fassent engueuler. Donc, j'explique. C'est pour ça que je viens au-devant des consommateurs. Puis, j'estime avoir ce contrat de confiance un peu historique, parce que toute ma vie, j'ai été là-dessus. De vous tous, je suis le seul qui a connu une inflation à 2 chiffres c'est vrai. De montant. Hein. C'est vrai. Mais Michel-Edouard Leclerc, juste une chose. Est-ce qu'il y a, c'est gentil de le souligner, personne ne le contredit en plateau, taisez-vous Antonin André. Est-ce qu'il y a un effet cliquet, un effet palier? En gros, les prix qu'on atteint là, avec les hausses de cette année, les hausses qu'on vous réclame, on ne redescendra jamais en dessous. Ah si, ça peut... Si. Mais attendez, nous, on a oublié, mais on sort de 10 années de déflation. Les agriculteurs étaient les premiers à dire qu'ils ne trouvaient pas rémunération dans cette politique de prix. Et d'ailleurs, on leur a fait une loi qui s'appelle la loi Egalim, pour que justement, malgré le niveau des prix mondiaux, on tienne compte de leurs coûts de production. Le problème, c'est que cette loi, on l'a fait en temps de déflation et maintenant, elle s'applique en temps d'inflation. Et d'ailleurs, cette loi contient une disposition qui nous oblige à prendre 10% de marge sur les produits alimentaires. C'est-à-dire que, d'abord, on a donné 10% de marge à Amazon, ce que dans aucun pays au monde il n'a, c'est une marge garantie. Et je dis ça juste derrière le comptoir. Mais en même temps, vous voyez, quand une inflation est à 10%, on oblige Leclerc, Carrefour, Intermarché, Lidl à prendre une marge de 10%. Donc la loi était une loi de déflation, on est rattrapé par l'inflation. Je pense qu'on va compenser ça par des politiques de promotion. Et dans notre négociation, ce qu'on veut demander aux industriels, c'est de ne pas lâcher les rênes. Bien sûr, il y a des moments compliqués. Il y a une incertitude complète aujourd'hui pour les entreprises, notamment sur la facture d'énergie. Mais ça ne sert à rien de négocier des tarifs s'il n'y a pas la vente. Mais donc, vous dites notamment, il va falloir janvier-février de grosses promotions, que les industriels acceptent de grosses promotions. Avant ça, il y a Noël. Ouais, alors moi, je pense que jusqu'à Noël, tout le monde a envie. On sort quand même du Covid, quoi. J'ai du mal à entendre les discours que vous commentiez tout à l'heure sur l'énergie. Enfin, aujourd'hui, on a envie de passer Noël, de faire la fête. Ça, je vous confirme. Même dans la sobriété énergétique, on va quand même faire des dîners de famille. Les jouets, ça se vend bien, par exemple. Mais les jouets, on les avait achetés... Parce que c'est un bon indicateur, ça. Oui, mais les jouets, on les avait achetés il y a 1 an. Et donc, ils étaient moins soumis à la hausse. Ce qui avait impacté le prix du jouet, c'était les transports, le prix des containers. Vous avez vu là aussi les industriels français n'ont pas assez négocié leurs containers. Enfin, vu les résultats des sociétés de transport par milliard, c'est aussi on fait un peu comme le Covid. On voit l'inflation, on se dit tout le monde est atteint, mais personne ne part au combat. Et en plus, en France, dans ce discours, le discours de la concurrence, de la compétition, on n'aime pas. Mais dans la réalité, quand le tarif de l'industriel arrive chez Leclerc ou Intermarché, c'est déjà trop tard. L'industriel n'a pas assez négocié. Alors, j'accuse pas. Je dis simplement, il faut, pour 2023, il faut tous qu'on regarde notre amont et qu'on redevienne des négociateurs, quelle que soit la profession, y compris dans les collectivités locales, les cantines. Les cantines, il faut qu'elles s'achètent moins cher, qu'elles mettent tous les services publics qui équipent les armées, les institutions. Il faut qu'on réapprenne à acheter. Après 20 ans de déflation, il faut réapprendre à acheter. C'est ça aussi. Réapprendre à négocier. Ouais. BFM, vous allez tout renégocier, les équipements. Alors sans doute. Je m'occupe pas encore de ça, Michel-Edouard Leclerc. Je m'occupe déjà de beaucoup de choses dans cette émission, mais pas encore des renégociations. Je voulais qu'on entende ce soir Jean-Philippe André, vous le connaissez parfaitement, président de l'Association nationale des industries agroalimentaires, donc il représente les industriels dont on parlait tout à l'heure. Il est aussi patron du groupe Haribo, je le dis au passage. On l'écoute, il s'adresse à vous.
Quand vous fabriquez un bonbon, vous subissez l'augmentation sur les matières premières agricoles. La deuxième chose, il y a des augmentations fortes sur les emballages. Mais ce qui est vraiment l'élément perturbateur qui vient s'inviter, mais dans l'ensemble de l'agroalimentaire français, c'est le facteur de l'énergie, qui augmente de coefficient 3-4. Comprenez bien qu'il faut absolument se mettre autour de la table et dire il faut que je le passe dans les tarifs. Michel-Édouard Leclerc est d'abord une personne que je connais bien, qui est un remarquable communicant et qui défend très bien l'angle de lecture du dossier qui est le sien. Il n'y a pas le rapport de force du petit contre le grand. Il y a beaucoup plus de petits du côté de l'agroalimentaire. De l'autre côté, une entreprise à succès d'ailleurs comme Leclerc, c'est 50 milliards de chiffre d'affaires. Ah, vous êtes un grand aussi ou un gros aussi, Michel-Édouard Leclerc. Ouais. D'ailleurs, moi, je ne demande pas de répercuter mes hausses tout de suite, mais lui, il n'est pas un petit. Haribo, c'est une belle entreprise européenne. D'ailleurs, à cause de lui, j'ai des factures de dentiste. Oui. Je l'aime bien. Simplement, l'exemple d'Haribo est intéressant. Il n'en parle pas là parce qu'il prend le rôle de porte-parole des industries alimentaires. Mais l'exemple qu'il donne dans le journal Le Monde, c'est de dire ma facture de gaz pour Haribo, c'était 3,5 millions d'euros par an. Elle passe à 12 millions. Mais tout le monde peut dire ça. Le petit commerçant, le petit producteur, comme le gros. Tout le monde a ses factures qui augmentent. La question, c'est la patate chaude, on la renvoie au consommateur et puis après, on demande sur fonds publics, après avoir demandé de préserver ses marges, ses prix, on demande au fonds public un chèque alimentaire. Il y a quelque chose qui n'est pas très moral quand même. Donc chacun doit prendre sa responsabilité et on ne peut pas tout faire reporter aux consommateurs, surtout dont le pouvoir d'achat va être très ténu dans cette période. Le pouvoir d'achat des consommateurs va courir aussi après cette inflation. L'inflation, c'est un impôt, ça lamine le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc moi, ce que je propose, évidemment, d'abord, ils ont l'ANIA, dont l'Association nationale des industries agroalimentaires a une loi de protection, donc c'est même pas la peine de se disputer. Toute la partie agricole va être répercutée, ou en tout cas, on va le prendre sur nos marges, mais on sera obligé d'accepter les hausses de tarifs. Par contre, même Haribo, il n'est pas obligé de tout faire passer. Est-ce que vous pensez qu'ils ont mal renégocié leur prix, leur tarif d'électricité ? Est-ce que vous, chez Leclerc, vous avez bien négocié vos prix pour vous permettre de ne pas augmenter vos tarifs, en tout cas de prendre peut-être sur vos marges ? Non, mais par exemple, le papier, dites-moi, c'est quoi là le papier ? C'est l'Ukraine ? C'est quelle guerre ça ? Pourquoi ça augmente de 40% ? Vous pouvez me dire ça ? On nous avait dit le transport, l'après-Covid. Vous avez bien vu quand même. L'énergie pour la transformation du bois, pâte à papier. Enfin, ça a un coût aussi. C'est très énergivore la production de papier. Tout augmente, d'accord ? Mais depuis le chauffeur de taxi jusqu'à tout augmente. Je vous ferai remarquer quand même que pendant toute la période Covid dont on vient de sortir, toutes ces entreprises ont été aidées par l'État. Elles ont été aidées. Elles n'ont pas payé, elles n'ont pas licencié, elles ont pris, ou si elles ont licencié, c'est l'État qui a le chômage partiel. Le quoi qu'il en coûte, ça a peut-être vidé des caisses de l'État, mais tous ces entrepreneurs ont été aidés. Il n'y a quand même personne pour contester ça. Et donc, là, on est devant une période qui est plus difficile. Il n'y a plus d'argent public à mettre partout. Je dis qu'il faut arrêter la morale à deux balles qui consiste à faire financer par l'État sa propre incertitude sur les marges. Les PME, OK. Même l'État, Elisabeth Borne annonce un plan d'énergie pour les PME. Après, même Haribo, Yoplait, Coca-Cola, etc., ils peuvent étaler quand même tous ces coûts sur 2 ans, sur 3 ans. Enfin, de quoi parle-t-on ? Donc ils en gardent un peu sous le coude. Un petit peu de marge, un petit peu de gras. Même s'ils n'ont pas d'augmentation de marge, ils peuvent... le travail sur les marques, l'investissement de ces marques, la rentabilité de ces boîtes, c'est pas sur les 6 mois qui viennent, c'est sur les 10 ans qui viennent. Et puis, je veux dire, aucun de ces industriels ne va assumer ces hausses. J'insiste là-dessus. C'est le patron du centre Leclerc de Bernay, c'est le patron de l'Intermarché de Concarneau, c'est eux qu'on va engueuler si ça augmente trop. Donc moi, je dis aux industriels, vous payez pas des placards dans la presse pour dire j'ai demandé à Michel-Édouard Leclerc d'augmenter de 20% mes prix. Non, mais faut... Et donc là, on fait de la politique, on fait aussi du social, et ils doivent participer, ou ils peuvent participer à cet effort de dilution de la hausse des prix pour que l'économie française ne s'arrête pas.
Parce que c'est ça mon angoisse. Michel-Édouard Leclerc, les questions continuent d'arriver avec le QR code. On a beaucoup de questions pour vous. Les questions de Stéphane ce soir. La voilà, je suis producteur de Label Rouge sur paille ramassée à la main. C'est précis. Avec l'inflation, je ne retire plus aucun revenu depuis 1 an. Qu'en pensez-vous rémunérer dignement les producteurs? Alors, je ne suis pas d'accord avec cette formulation parce que, peut-être que lui le ressent comme ça. Si, c'est Stéphane. Ouais, Stéphane. Peut-être que lui le ressent comme ça, mais la loi a instauré des indicateurs de coûts de production de tous ces produits, y compris les œufs. Et normalement, si ces œufs, ça lui coûte plus cher, normalement, là, je ne sais pas si c'est LDC, Matine, ils vont répercuter cette hausse, oui. Normalement, il est protégé par la loi Egalim. Oui. Et s'il ne l'est pas, il y a une interprofession. Et cette interprofession, c'est elle qui bâtit les indicateurs de hausse. Donc, Michel-Édouard Leclerc, face par exemple à ce que nous dit Stéphane, on voit à quel point les agriculteurs, malgré la loi Egalim, en fait, sont dans l'ornière. On est quand même dans une situation où on a un suicide tous les 2 jours. Dans 10 ans, la moitié des exploitations aura disparu parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'attractivité sur ce métier. Beaucoup pointent la responsabilité de la grande distribution qui assèche les marges, qui asphyxie les agriculteurs eux-mêmes, à tel point qu'on voit se développer les AMAP, les fonctionnements de vente directe, à tel point que certains disent il faut supprimer les intermédiaires et donc la grande distribution. Ouais, bon, supprimons. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, mais ça fait 40 ans qu'on me sert ce discours. Oui, mais je tire la question de Stéphane. Non, mais c'est des conneries. Et pourquoi on ne parle pas des 9 milliards de subventions? Voilà, on va subventionner le blé alors qu'il augmente de 40%. On peut pas discuter d'une réallocation, d'une prime de solidarité des céréaliers vers les producteurs d'œufs ou les. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les céréaliers sont les premiers qui bénéficient de la PAC, notamment la politique agricole commune européenne. Pour revenir sur le discours un peu larmoyant et excessif que vous venez de tenir, est-ce que vous savez que la distribution n'est pas le premier client de l'agriculture? La distribution n'achète pas à la ferme. Moi, je négocie avec Danone, avec Yoplait. Yoplait nous demande 16%, 17%. Danone... Donc, c'est l'agroalimentaire, selon vous, qui est susceptible de les assécher? Mais aussi l'export, mais aussi la restauration. Les produits agricoles français, c'est pas Carrefour, c'est pas l'acheteur de Carrefour qui fait le prix du lait en France. Juste c'est le prix de la poudre de lait au niveau mondial qui fait la rémunération du producteur laitier. Le cours du porc, le producteur breton de porc, il n'est pas en compétition avec Leclerc, il est en compétition avec le producteur belge ou le producteur de porc espagnol. Est-ce qu'il n'est justement pas là le problème? Dans une économie mondialisée, voilà. Et alors on fait quoi? Justement, je vous pose la question. Non. Mais vous voulez pas y répondre? Si, mais la politique agricole commune, elle a été voulue, façonnée, copilotée par le syndicat agricole majoritaire et les pouvoirs publics en place. Je veux dire, la part de voix d'Intermarché ou de Système U dans ce dispositif européen, c'est que dalle. On ne me demande pas mon avis, vous savez. Michel-Édouard Leclerc, on a plein de sujets encore avant. On parlera notamment de l'électricité, des éventuelles coupures d'électricité, des impacts que ça peut avoir chez vous dans les hypermarchés. Parce que forcément, vous bossez dessus en ce moment. Mais d'abord, il y a une question sur le comportement des clients dans les magasins. Est-ce que l'ambiance se tend en ce moment? Témoignage. Ça ne vient pas de chez vous, ça ne vient pas d'un de vos magasins. Témoignage d'une caissière, Aurélie, hôtesse de caisse dans les Yvelines, que les équipes de BFM TV ont croisée sur le terrain. Voici ce qu'elle raconte. Des fois, en fait, ils me font la remarque, ils me demandent s'il n'y a pas une erreur quelconque. Donc, on vérifie ensemble. Effectivement, il n'y a pas l'erreur. Donc, ils se rendent compte juste que ça a augmenté. Voilà, les clients voient que ça augmente. Je complète ce témoignage par un autre qui avait été donné par le journal Le Monde. C'était au début du mois d'octobre. C'était Mireille qui était hôtesse de caisse aussi et qui racontait ce qu'elle disait à sa chef ce jour-là. Des clients vont venir te voir car ils trouvent certains prix exorbitants et pensent que je me suis trompé. Ils m'ont insulté et traité d'incapable et sont persuadés que j'ai commis une erreur. Est-ce que ça se tend dans les magasins à cause de ça? Oui, ça se tend un peu. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que nous avons aussi, chefs d'entreprise, dans nos négociations, une responsabilité qui est de ne pas faire porter au personnel de magasin la responsabilité d'une inflation que déjà nous, on n'a pas envie d'avoir et qui nous est imposée. Donc, je le dis au pouvoir public, c'est pas la peine de continuer à nous téléphoner, à faire pression. Vous savez, la réaction des consommateurs, c'est venu en 6 mois, cette inflation. Elle a été niée par
par la puissance publique, les décideurs et même les chefs d'entreprise. Donc c'est un choc que reçoivent les consommateurs. Et pour ceux qui ont peu de moyens, ceux qui viennent acheter pour 30 €, 40 € et qui sont à l'euro près ou à quelques euros près, c'est sûr que c'est une tension terrible. D'ailleurs, on le voit devant la ligne de caisse, quand les personnes ont payé, ont acheté, on voit tout le monde, beaucoup de gens re-regarder leur ticket. Et d'ailleurs, on n'a pas supprimé les tickets papier. On ne se précipite pas parce que c'est important. Vous auriez pu les supprimer. Normalement, la loi nous oblige, je ne sais pas si c'est au 1er janvier, là, mais bon, en soi, c'est normal, c'est du gaspillage, tout ce papier, mais là, dans la période présente, ce papier, et c'est un témoignage de transparence, donc faut pas le supprimer. Donc il y a pas énormément d'incivilité, mais on sent cette tension. Les personnes, les collaborateurs nous le disent. Il y a aussi, comme le disait le Parisien ce matin, le délestage. Le délestage, c'est-à-dire que les gens arrivent. Alors, ceux qui pratiquent la scanette, la douche, maîtrisent assez bien leur budget. C'est-à-dire qu'eux font leurs courses et au fur et à mesure ils scannent les articles, donc ils voient où en est leur facture. Oui. Selon les magasins, il y a 15 à 20% de clients qui aiment bien ça, parce que du coup, ils n'arrivent pas à la caisse avec une grosse surprise, ils peuvent remettre en rayon, etc. Il faut faire attention d'ailleurs, les produits frais, quand on les remet, ou les produits frais, quand on les remet, il ne faut pas les délester partout. C'est du travail aussi pour les caissières ou les personnes de magasin pour les remettre en rayon. Ça on voit augmenter, mais bon, l'effet de surprise aujourd'hui, tout le monde a fait des émissions sur l'inflation, donc tout le monde regarde aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça montre bien qu'on n'est pas dans la rupture, mais ça pourrait arriver. Est-ce que vous voyez augmenter ? Et je dis gare à janvier, février, mars, parce que au-delà de la tension sur le pouvoir d'achat, c'est aussi dans la consommation des Français que ça peut chuter. Est-ce que vous voyez augmenter le vol ? J'ai très peur de ça. Le vol à l'étalage. Le ministère de l'Intérieur a donné des chiffres, c'était plus 17% entre janvier et août. Est-ce que dans les magasins, alors les magasins n'aiment pas trop communiquer sur des marques inconnues, c'est un sujet, par exemple. Il n'y a pas ce phénomène-là où. Non, j'ai pas. Je suis sans arrêt. En plus, avec les caisses automatiques, c'est peut-être plus facile aujourd'hui. Non, plus 17% quand même depuis le début d'année, c'est pas négligeable. C'est pas un sujet. Ouais. Non, mais franchement, je suis au milieu de tous les collaborateurs. C'est pas un sujet. C'est vous qui, du coup, ça m'alerte, mais non, on n'en a pas parlé depuis 2 mois, quoi. Ouais. Autre question de téléspectateur, question de Jean-Pierre. Voici la question de Jean-Pierre. Pouvez-vous me dire pourquoi il n'y a plus de nourriture pour animaux dans les rayons ? Parce que d'abord, il y a eu des pénuries. Alors, il faut dire aussi que il y a eu des bras de fer au niveau européen. Oui. Au niveau européen. De la Pologne à la Belgique. Nous sommes dans une coopérative d'achat européenne. On sait ce qui se passe en Italie, en Pologne, etc. On voit bien que les grands industriels, oubliant que la circulation est libre en Europe, essayent de cloisonner les politiques tarifaires et donc livrent prioritairement celui qui achète plus cher. Et c'est pour ça qu'il y a des pénalités logistiques. On en a débattu, on s'est fait interpeller, c'est un sujet complexe. Mais il y a 6 à 7% de rupture dans les magasins. Il y en a où c'est parce qu'il y a un défaut d'approvisionnement, par exemple il y a eu sur la volaille, vous vous rappelez sur l'huile de tournesol, mais sur les produits pour animaux, il y a aussi des défections de livraison. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord pour le moratoire demandé par l'industrie agroalimentaire sur l'ensemble des pénalités logistiques. Si on ne peut pas dire à un grand industriel on t'a mis dans le catalogue, t'es en promo et toi tu livres pas, c'est pas normal. Mais il y a autre chose. Le patron de Système U explique que sur certains produits qui auraient trop augmenté, lui dit on les retire des rayons. Alors il donnait des exemples qui peuvent paraître un peu anecdotiques sur des boîtes de champignons, etc. où la hausse était de 145%. Il dit ça ne sert à rien, je ne les vendrai pas, donc je les retire des rayons. Oui, mais c'est pas ça dont vous parlez. C'est pas le produit marginal. Enfin, ça se voit pas le produit marginal. Non, il y a des bouteilles d'eau minérale qui ont été retirées de certaines enseignes parce qu'elles avaient fortement augmenté. Chez Inter, je crois, chez Intermarché. Et ils mettent un panneau en disant ce produit a trop augmenté, donc vous ne le verrez plus. Ouais. En Pologne, c'est Auchan qui a arrêté de travailler aussi avec, je crois, Mars, etc. Parce que c'est compliqué. Le rapport de force a changé. Aujourd'hui, par exemple, si vous ne prenez pas la hausse tarifaire sur un marché où il y a deux oligopoles, enfin un duopole. Ouais. Vous pouvez essayer de placer votre marque de distributeur. Mais votre marque de distributeur, elle n'a pas
elle a des fournisseurs qui n'ont pas été programmés pour produire le double de ce qui a été acheté. Et donc, il y a des ruptures. C'est ça qui se passe en ce moment. Et puis, le fournisseur de marque de distributeur, il fait défaut. Vous faites un appel d'offres pour faire un marque premier prix. Et là, c'est pareil. Donc, le marché a du mal à se réguler. Ceci dit, ce n'est pas des pénuries. Hein. On n'est pas en guerre, nous. Ce sont des ruptures. Et puis, ce que vous ne trouvez pas chez l'un, vous allez peut-être le retrouver chez l'autre. Ouais. Question d'Abès, toujours avec le QR code. Vous avez un succès ce soir, Michel Leclerc, en termes de questions. C'est vous, Maxime. Oui, c'est ça. Va-t-on vers des pénuries de certains produits? Lesquels et pourquoi? Est-ce qu'il y a des pénuries que vous voyez venir, de vraies pénuries que vous voyez venir? Vous pouvez dire non. Non, je ne vois pas. Non, vous ne voyez pas. Alors, question d'Antonin André, ici présent, sur un de vos concurrents. Oui, en fait, on parle là de la hausse des prix. C'est votre métier d'essayer d'avoir les prix les plus bas possibles. Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, va importer en France le modèle d'une enseigne qu'il a racheté au Brésil, qui s'appelle Atacadão, qui sont des grands entrepôts, qui sont assez peu sexy, si j'ose dire. Ça n'a pas les lumières et le marketing, les têtes de gondole d'un hypermarché. Ce sont des grands entrepôts avec des palettes, vous savez ça, peu de références, peu de marques, peu de produits. Mais on passe dans ces allées et on achète un bidon d'huile de 5 litres, un sac de riz de 10 kilos. Et d'ailleurs, plus on achète et moins on paye cher. Est-ce que vous y voyez un avenir pour les hyper? Est-ce que c'est une bonne idée qu'a eu Alexandre Bompard? Est-ce que ça peut faire Flores chez vous? J'aime bien Alexandre. C'est un bon capitaine d'entreprise. Mais sur ce modèle-là? Moi, je ne ferai pas ça, non. Je pense que la promesse Leclerc, elle doit être sur l'ensemble des produits. Si on commence à segmenter, à faire de la sélectivité, ça veut dire à toi, je te donne ça, et à toi, je privilégie ça. Et ça peut marcher, vous pensez? Il a déjà une enseigne qui s'appelle Sopeco. Au Brésil, les classes moyennes et les classes populaires, mais les classes moyennes aussi. Le choix qu'on a fait, nous, chez Leclerc, c'est que l'ensemble de la population puisse faire ses choix, ses arbitrages, acheter s'ils veulent des premiers prix tout en prenant un bon cru de vin. Le consommateur doit pouvoir arbitrer. Si je crée des magasins discount, ça voudrait dire que le reste est plus cher. Hein, c'est ça. En fait, le parti qu'on a pris, nous, chez Leclerc, mais c'est depuis le début construit par mon père, c'est que quel que soit le canal de distribution, on est au même prix. Aujourd'hui, que ce soit la livraison à domicile, que ce soit les drives piétons ou les drives automobiles, c'est un pléonasme, pardon, on est au même prix que l'hyper. Comme ça, les gens, quand ils vont chez Leclerc, ils savent que l'hyper, c'est l'axe de référence. Mais pour autant, Michel-Édouard Leclerc, quand on voit effectivement la fragmentation de l'offre, mais c'est aussi une demande des consommateurs. On parlait à l'instant de ces systèmes en fait en gros. On voit Lidl, pour ne pas le nommer, Aldi, ce qu'on appellerait plutôt les enseignes low cost, même si elles tendent aujourd'hui à monter en gamme. De l'autre, vous avez d'autres formats type Action qui ouvrent, mais pléthore de magasins, notamment des petites moyennes surfaces un petit peu partout. On voit bien qu'il y a une forme de fragmentation et que le consommateur devient agile et ne consomme pas comme avant. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas aussi quelque chose à réinventer? Est-ce que finalement, l'hyper à l'ancienne de papa, est-ce que vraiment, pardon, je me permets... Elle vous cherche. Est-ce qu'il peut tenir encore face à justement ces nouveaux modèles de consommation? Mais les deux enseignes qui marchent le plus en France, c'est Leclerc et Lidl. Et pourtant, on a des concepts très différents. Oserais-je vous dire que les clients passent de l'un à l'autre. D'accord ? Ils vont trouver des bonnes affaires chez Lidl, qui a un assortiment très réduit, qui fait 1300 références. Je ne veux pas me tromper. Je demande pardon à M. Biraud, le patron de Lidl. Mais chez Leclerc, on a jusqu'à 60 000 références. Donc, mais les deux enseignes qui progressent le plus en France, c'est Leclerc et Lidl, et on a des concepts complètement différents. Donc, pourquoi changer l'un et l'autre, quelque chose qui marche? Il y a 18 millions de consommateurs dans les centres Leclerc. On fait presque 22% de part de marché. Pourquoi voulez-vous que tout d'un coup je surprenne les consommateurs en leur disant tous les produits à la marque EcoPlus, je vais les mettre dans un magasin pour pauvres, pour premier prix? Je ne suis pas sûr que ce soit très bien reçu et je n'ai pas envie de faire ça d'ailleurs. Ouais. L'électricité dans une seconde, mais on a d'autres questions sur le carburant qui nous arrive. Vous êtes le plus gros vendeur de carburant en France? Non, c'est Total le premier. Après, non, mais en termes de grande distribution. Oui, le plus gros. Leclerc et Système U, on achète ensemble. Ouais.
Et après, on est concurrents, on se tire des Et bourres, après, vous mais êtes on achète concurrents. ensemble. Ouais. Question de Dominique, pouvez-vous me dire pourquoi le prix du gasoil ne baisse pas alors que le prix du baril à l'heure actuelle est de $40 et $40 plus bas que pendant l'été dernier? Parce que d'une tonne de pétrole, on ne fait pas que du gasoil. Et que selon ce que raffinent les raffineurs, on trouve du gasoil ou pas. Nous sommes dans une période, ça c'est un truc intéressant qu'il faut que vous suiviez ça, nous n'avons plus le droit, et à juste titre, d'importer du gasoil russe. Or, la France importe, enfin tous les distributeurs, on importait quelque chose comme 25% de gasoil russe, notamment toute la façade atlantique, et ça arrive par barge le long de la mer. Et donc, on arrête ça. Donc, maintenant, le gasoil, il faut aller l'acheter beaucoup plus loin. Dans la péninsule arabique, dans le golfe du Mexique. Ça met plus longtemps à venir. Donc, dans la phase présente, le gasoil coûte plus cher à approvisionner. Le gasoil non russe coûte plus cher pour approvisionner le marché français. Ceci dit, je pense que le marché est en train de redescendre un peu là. Bon, je ne crois pas trop à une baisse de prix à long terme, mais pour répondre à la question, aujourd'hui, il n'y a pas de corrélation. En tout cas, il n'y a pas le même timing pour le prix du baril et le prix du gasoil. Les deux domaines de questions qui viennent le plus ce soir, c'est la nourriture pour animaux, nourriture pour chiens, et le carburant avec le QR code. On me dit dans l'oreillette que c'est flagrant ce soir. La preuve, question de Michel. Peut-on espérer revoir le carburant au prix d'avant Covid? Moi, j'ai 45 ans de métier. J'ai connu les crises pétrolières. Il n'y a pas de... Un marché, c'est par nature, c'est pas stable. C'est comme vos parts de marché dans la télé. Enfin, chacun essaye de... De toute façon, on va vers une fin des énergies fossiles. Donc, ça va être raréfié, ça va coûter plus cher, ça va être pénalisé. Donc, il ne faut pas espérer ça, je ne pense pas. Et puis, de toute façon, les constructeurs automobiles, quand ils seront prêts, là, avec leurs usines de batterie et tout ça, ils vont demander de bonifier encore plus la voiture électrique versus... Mais vous allez vendre de l'électricité pour les véhicules, parce que le carburant électrique va lui aussi coûter plus cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un comparatif essence électrique où l'électrique est avantageux. Mais quand on aura un parc de voitures électriques qui sera massif, il ne faut pas se leurrer, ce carburant-là électrique ne sera pas au prix qu'il est aujourd'hui. Non. Et puis, quand il y aura des coupures, on ne pourra pas charger non plus. Et puis, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que le réseau soit... Enfin, imaginez un grand carrefour avec son parking, 1000 voitures et ça. Le jour où il y a toutes les prises, que vous êtes un peu en zone périphérique, zone semi-rurale, je ne sais pas si les infrastructures sont prévues pour ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on joue cette partition-là. On s'équipe en borne. Et ça fait partie des investissements que nous réalisons aujourd'hui. Après, ce que j'espère, c'est que les bornes que nous mettons en place seront les bonnes demain, quoi. Parce que, en fait, je crois qu'on va vers des économies en boucle. Et probablement, il faudra des bornes bifaces où on va pouvoir... Quand vous venez faire vos courses, vous pourrez chez vous charger et nous revendre peut-être ce que vous aurez chargé à bas prix en faisant vos courses, et non pas faire l'inverse aujourd'hui où vous venez chercher le carburant et vous voyez, il va y avoir marcher dans les deux sens. Un circuit d'échange, ce qu'on appelle la boucle locale. Et je ne sais pas si le matos d'aujourd'hui est adapté à ce projet demain. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Moi, je suis écologiste dans l'âme, quel que soit le statut qu'on donne à la grande distribution. Mais la précipitation, c'est pas forcément, y compris pour les panneaux solaires, c'est pas forcément la meilleure économie. Les panneaux solaires aujourd'hui, leur rendement, leur recyclabilité, c'est forcément moins bon que ce qu'on va sortir dans 5 ans. Jean-Michel-Édouard Leclerc, à quel point est-ce que vous êtes inquiet des éventuelles coupures d'électricité à venir? Je vous écoutais tout à l'heure, là, je trouvais que c'était trop. Pourquoi trop? Franchement, on peut travailler sur les scénarios du pire et les vendre comme étant réalistes. Mais non. Déjà, le nombre de générateurs, comment on appelle ça, les générateurs de secours qu'on a. Les groupes électrogènes, merci beaucoup. Ça peut suppléer. De quoi parle-t-on quand même? C'est de quelques coupures cet hiver. Je vous rappelle qu'on... Je vous écoute, c'est plein de problèmes. Après tout, c'est un bon entraînement, mais il ne faut pas stresser avec ça.
on a vécu le confinement. Vous vous rappelez qu'en 2 jours, 3 jours, un week-end plus 2 jours, début du Covid, plein de commerces se sont retrouvés fermés. Et on l'a fait sans qu'on joue cette partie. On va survivre. C'était pas Antigone, quoi. Tu vois, faut... Oui, mais là, tout à l'heure, on donnait les 3 scénarios qui vont en gros de 0 coupure à jusqu'à 28 coupures, coupures tournantes, etc. On a expliqué tout ça. Mais visiblement, il y a quand même des questions et vos confrères de la grande distribution se posent des questions. Ouais. Par exemple, 2 heures de coupure dans un grand magasin comme les vôtres, est-ce que ça tient au niveau des surgelés? Est-ce que ça tient au niveau des yaourts? Est-ce que ça tient? Mais c'est très bien qu'on fasse le scénario de crise. Mais vous êtes obligé de vous y préparer, Michel-Édouard Leclerc. Bien sûr. Mais quand il fait très chaud... vous vous rappelez pas, mais nos chambres froides sont réquisitionnables pour des cercueils. C'est pas pour autant que ça a servi. Vous voyez? Donc c'est bien qu'on fasse des exercices pour gérer l'incertitude. En fait, la vraie incertitude aujourd'hui, c'est celle de nos PME, c'est celle des commerçants sur le prix auquel ils vont accéder à l'électricité. Ça, c'est un vrai truc, parce qu'il y a plein de boulangers, il y a plein d'industriels qui peuvent mettre peut-être pas la clé sous la porte, parce que le gouvernement va mettre un guichet, même si aujourd'hui c'est un peu techno et qu'on ne sait pas trop dans quelle case on va être rangé. On l'a bien vu quand même, pendant le Covid, on est aidé. Mais cette incertitude est source d'inflation elle-même. Elle est source d'inflation. Mais vous ne dites pas, par exemple, il faudrait que les hyper ou les supermarchés soient épargnés par ces coupures de courant. Non. On est. Vous dites, on va se débrouiller. Ouais. Et non. Et donc, pardon de revenir à mes surgelés. Pardon de revenir. Non, mais attendez. Pardon de revenir à mes surgelés. Des surgelés 2 heures pendant le confinement. 2 heures sans les magasins. Oui, 2 heures sans électricité, les surgelés ou les yaourts, ça tient, Michel-Édouard Leclerc. C'est une question toute bête que je me suis posée. Je ne sais pas vous répondre, mais c'est des scénarios qui sont... on peut transférer ça dans des camions surgelés. Il y a des entrepôts. On peut mettre des générateurs que sur les entrepôts, pas forcément les magasins. Je suis vraiment pas... Je suis un littéraire. Je suis pas capable de vous... J'ai peur de manier l'électricité. Je ne sais pas réparer une prise électrique. Donc, je ne vais pas vous la jouer. Mais... franchement, c'est à la dimension des aspects techniques qu'on a à résoudre aujourd'hui. C'est pas... Non, ce qui m'étonne, c'est ce discours assez angoissant qui circule, quoi. Ça va pas aider les foyers français. Puis il faudrait pas que les consommateurs se culpabilisent, quand même. Ils sont pas responsables de ça. On nous culpabilise un peu, puisqu'on nous dit, en gros, soit vous êtes sobre, et vous aurez du courant, soit vous n'êtes pas, ce sera de votre faute, il faudra pas vous plaindre. C'est pour ça que je veux pas alimenter cette angoisse. C'est pas par déni de problème. Je vous dis, on y travaille, tous les distributeurs. On fait partie d'une association qui s'appelle Périfem et qui est présidée par l'ancien patron et peut-être renouveau patron d'Intermarché qui s'appelle Cotillard. Vous pouvez l'interroger. On est tous nos techniciens travaillent ensemble. On sait faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur, de problème et tout, mais on sait faire. Non, les sujets qui m'intéressent, c'est les tarifs d'assurance. C'est-à-dire ? Là, je redeviens négociateur. Parce qu'on sent que les sociétés d'assurance s'exonèrent de... Enfin, en tout cas, vont discuter beaucoup dans le renouvellement des contrats. Tout ça, ils voudraient faire passer des primes. Ça, nous, on a envie de... Donc là aussi, il y a de l'inflation potentielle. Les sociétés d'assurance ne déposent pas le bilan, on est bien d'accord, hein? Je me tourne vers Frédéric Bianchi dans ces cas-là. Non, j'avais pas forcément sur l'assurance, mais sur les transformations du consommateur. On voit qu'aujourd'hui, la crise inflationniste transforme nos habitudes à vitesse grand V. On achète beaucoup moins sur Internet depuis 1 an. Le drive piéton... ça marche moins bien. Le e-commerce a tendance. On compare des chiffres. On compare avec une forte hausse. Ouais. En revanche, il y a une question qui nous interpelle et qui a interpellé d'ailleurs toute une filière, c'est le bio. Ouais. Le bio, la semaine dernière, tous les producteurs de bio, en tout cas 3 grandes fédérations, ont signé une lettre ouverte en appelant à l'aide de la grande distribution, en disant les Français achètent moins de bio, c'est cher avec l'inflation. Pitié, Michel-Édouard Leclerc et Carrefour, ne réduisez pas les rayons de bio. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que vous allez réduire? Ce qui serait normal, hein, vous, Leclerc, vous vendez moins de bio, vous avez tendance à réduire le rayon et de mettre plus de place pour des produits premier prix qui se vendent mieux. Est-ce que vous allez réduire le bio? Est-ce qu'il y a un avenir pour ce marché-là qui montre ses limites-là dans cette crise actuelle? Leclerc est la première enseigne de bio en France. Par contre, avec Leclerc, parce que vous aviez lancé une enseigne qui n'avait pas très bien marché. Mais ça, c'est parce que les fournisseurs
Ouais, mais, ouais, on refait l'histoire. Plein de marques ont refusé de nous livrer parce qu'on était trop discount. Alors c'est l'inverse. Là, c'est pas le distributeur qui fait sa case magasin pauvre pour les pauvres. C'est les producteurs bio, les grandes marques bio qui se mettent d'accord avec certains commerçants pour réserver ces marques-là. On les brade pas. C'est pas les bobos, mais c'est quand même spécialisé. Et en fait, pour pouvoir être livré, nos adhérents ont fait quelques magasins comme ça. Et en fait, le gros du marché, il faut démocratiser ça. Ça sert à l'écologie punitive par le prix, le bio par le prix. Quand c'est 50% plus cher qu'un produit naturel sur le marché local, c'est juste qu'il y a un problème de positionnement. Il y a quand même du bio qui vient d'Amérique du Sud, il y a du bio qui vient qui a une empreinte carbone qui est plus désastreuse que les circuits courts. Le bio moi je suis pour le bio comme métaphore de la transformation du modèle alimentaire, moins de sucre, moins de sel, plus local. Enfin, ça devrait être plus local, etc. Mais c'est pas le bio lui-même qui définit ça. Alors, les producteurs de bio et les fédérations de bio, après avoir refusé de nous livrer ou cautionner des prix trop élevés, viennent nous demander... Vous êtes le sauveur du bio maintenant. Ouais. Bon, mais pour moi, donc vous allez garder les linéaires. Vous allez garder les rayons. Vous allez garder les linéaires. Oui. Bon, les linéaires de bio. Est-ce que vous allez supprimer, je sais pas, les fraises à Noël, tout ce qui vient d'ailleurs et ce qui nous a... On va avoir des masses. Hein, non, mais tout ce qui nous a habitués. Est-ce que regardez, ça colle avec les images qu'on voit, les mangues à Noël. Tout ce qui vient justement de très loin. Non, mais attendez, on a des dom-toms, on a la Réunion, on a la Martinique. Mais le kiwi de Nouvelle-Zélande. Ouais, mais il y a du kiwi français. Oui, on voit surtout du kiwi de Nouvelle-Zélande. Le kiwi de l'Adour. Et des fraises espagnoles. Vous voulez refermer les frontières? Non, c'est qu'on est on est face aujourd'hui aussi. Pas du tout. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'on est quand même dans un moment où on nous dit il faut revenir à quelque chose de local. On a peut-être été trop loin dans cette dimension hors sol, globalisée, à tel point qu'aujourd'hui personne ne connaît la saisonnalité. Voilà. Est-ce qu'on a peut-être été un peu trop loin? Oui. Avec les mangues. Moi j'adore ça. Mais tout le monde aime les mangues. En ce moment, on a des centres Leclerc à La Réunion qui m'ont fait découvrir les litchis. Super. Les litchis de La Réunion, voilà, c'est substitut aux fraises d'Afrique du Sud, je sais pas. Mais vous savez, regardez nos caves à vin. Moi, je trouve qu'on devrait mettre un peu plus de vin américain, sud-américain, sud-africain. En fait, on joue la carte française parce qu'on aime ça, parce qu'on est des gens de terroir, et ça marche. On est le premier sur les forts au vin. On n'a pas... Je pense qu'on est capable de participer de la relocalisation. Et d'ailleurs, on recrée nos filières. On le fait. Mais comme je vous le disais, on n'était pas les premiers clients de l'agriculture. Il y avait des intermédiaires. Donc aujourd'hui, on construit ces filières. Carrefour a un historique sur les filières. Mais on le lui reprochait il y a 30 ans. Aujourd'hui, on l'appelle au secours aussi. Michel-Édouard Leclerc, est-ce que vous lisez l'Humanité? Ouais, je me suis vu. Ouais. Vous vous êtes vu. On va voir la une. C'était juste avant le week-end, me semble-t-il. L'envers du système Leclerc. L'UMA vous a consacré tout un dossier juste avant ce week-end où la CGT, la CFDT, me semble-t-il, appelait à une grève dans vos magasins pour réclamer, comme dans nombre d'entreprises, des hausses de salaire. Et alors, est-ce que ça s'est passé? Alors, attendez. Est-ce que ça s'est passé? Attendez. De quoi? Oui, mais la grève ou le... C'est incroyable. Une 4 pages dans l'UMA pour un truc qui ne s'est pas passé. Il n'y a pas eu grève? Non. Mais allez sur Google. Mais je n'ai pas compris. D'abord, ils m'ont fait une pub super gentille parce que l'article n'était pas très... Non, mais personne ne... Oh non. Non, pas vous, Michel-Édouard Leclerc. Non. Écoutez, moi, franchement, je pense qu'il y a un problème de manipulation ou... Eh bien oui, mais vous savez quoi? J'ai même entendu... c'est un... Non, mais attendez, on va parler du fond quand même. 4 pages pour un non-événement. On va parler du fond parce que ça intéresse visiblement celles et ceux qui nous regardent et qui ont pu depuis 17 heures tout à l'heure. Est-ce que vous acceptez, Maxime, quand même, qu'on parle de la forme? Parce qu'en ce moment... quand même, j'ai une grosse pression. Les Leclerc, on a une grosse pression parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont partisans de l'inflation. Il y a beaucoup de gens qui voudraient qu'on ne tire pas le marché vers le bas. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est Leclerc qui casse le marché, etc. Il y a même eu des problèmes dans d'autres groupes de distribution avec des départs de présidents. Et on a écrit que c'est parce que tout le monde suivait Leclerc. Donc, je vous prie quand même, dans la forme, on n'a pas besoin de ça, quoi. Qui sort des trucs comme ça? C'est très bizarre. Question des téléspectateurs de BFM TV qui, encore une fois, peuvent nous envoyer vos questions depuis 17h tout à l'heure. Regardez, question de Mousse. Les salariés de Leclerc ont-ils été augmentés durant l'année 2022? Oui.
Bah oui. De En combien? moyenne de combien? On est tous. Je pourrais vous faire une cartographie, mais nous sommes un groupement de 600 magasins et tout le monde. Oui, de toute façon, les salaires vont suivre au moins l'inflation. On est une enseigne. Vous avez ouvert des NAO, ça veut dire les négociations annuelles bien sûr, obligatoires ont été certaines, ouvertes. on a fini. Et donc vous avez. Parce que certains de vos salariés se plaignent. Regardez, question, je n'ai pas le prénom. Laurence, bonsoir, employé chez Leclerc depuis 22 ans. Je suis toujours payé au SMIC. N'a-t-il pas un manque de reconnaissance pour ce qu'on fait? Dans le cas d'espèce, c'est possible. Je ne sais pas, d'accord. Je ne suis pas le patron de 600 magasins. Je ne suis pas propriétaire. Pardon, la question n'est pas finie. Leclerc reverse plus aux actionnaires qu'aux salariés, avec des horaires peu enviables, peu de perspectives d'évolution. Et un SMIC pendant 20 ans, il est difficile de recruter. Comptez-vous aider les employés? Alors, où la France a oublié qu'elle était gaulliste et qu'elle redécouvre le dividende salarial, la participation et l'intéressement, Leclerc, pour avoir le panneau Leclerc, le commerçant qui prend le panneau Leclerc est obligé de reverser 25% du bénéfice avant impôt au personnel. Sinon, il ne peut pas avoir l'estampille Leclerc. Oui, et il y a des magasins qui viennent d'ouvrir qui font pas forcément de profit. Il y a des magasins qu'on a rachetés à Géant, etc., qu'il faut redresser. Mais au premier profit gagné, 25% va sous forme d'intéressement, de participation, de gratification. On a distribué des primes Macron. Chaque centre Leclerc fait sa politique, mais aujourd'hui, on recrute sans trop de problèmes. On a embauché 2500 personnes dans l'année. 2500. On a fait un grand job dating. J'ai découvert en même temps ce que ça voulait dire. Mais on a fait un grand appel à candidature. On a eu 32 000 réponses. On a recruté en un jour 2000 postes. On a ouvert 2000 postes. Je ne dis pas qu'on est les meilleurs, mais je ne pense pas qu'à BFM, vous avez la participation et l'intéressement qu'il y a chez Leclerc. Vous pouvez faire une petite note à Drahi. Faudra qu'on Vous riez pas? Vous ne sauriez pas? Faudrait qu'on vérifie ça. Je suis comme vous, je n'ai pas tous les chiffres. Vous avez l'intéressement et la participation? Oui, il y a de l'intéressement, je crois. Frédéric Bianchi, oui, il y a de l'intéressement. Pas chaque année. On me dit qu'il n'y a pas les deux dans l'oreillette. On me dit qu'il n'y a pas les deux. Juste une chose. Ce qui était dit là par la téléspectatrice, c'est un des reproches qui vous était fait notamment dans l'Humanité. Qui était de dire justement, effectivement, il y a ces 25%. Dans l'Humanité, c'était écrit qu'on pleurait dans les couloirs, etc. Il faut arrêter, quoi. On n'est pas Zola. Qui est derrière ça? Alors, vous disiez tout à l'heure, cette une, c'est un peu gros. Je ne sais pas, mais depuis 5-6 mois, ça a commencé. On a des pressions pas possibles. Après, mais qui? C'est la concurrence, c'est quoi? C'est depuis que vous avez parlé du tsunami, c'est quoi? Non, mais franchement, entre les ministres qui demandent de sauver tel type d'entreprise et qui exigent qu'on passe 34% d'augmentation de pâtes, c'est arrivé assez récemment. Depuis le préfet, les patrons du Crédit Agricole qui vous disent il faut faire ça, ou les syndicats professionnels qui vous reprochent de tirer les prix vers le bas, quelquefois, il faut mettre un casque et passer, quoi. Parce que moi, ce qui compte pour moi, c'est même d'un point de vue capitalistique, c'est l'intérêt du consommateur. Il l'a dit, le patron d'Haribo tout à l'heure. Moi, mon cône de regard de ça, je prends mon Ouest France tous les matins, ou mon Télégramme, je suis de l'Ouest, vous prenez chaque page et je vois que le consommateur, on lui annonce des hausses dans chaque catégorie de métier. À un moment donné, il n'y a personne qui ne se met de son côté. Vous voyez? Et donc, moi, on peut dire que c'est intéressé, on peut dire que c'est une logique commerciale. Moi, par sensibilité, par mon histoire, je réponds pas à ces pressions. Et la question que pose l'article, c'est aussi, vous êtes un des moins chers aujourd'hui. On voit qu'il y a des écarts qui se creusent on vient d'ouvrir un magasin à Montparnasse à Paris. Est-ce que vous écrasez pas 25% moins cher que le mec d'en face? Oui, justement. Est-ce que d'accord, je veux dire, nous, on arrive à Paris, on a un seul magasin. D'ailleurs, vous avez fait un report BFM Île-de-France. Paris Île-de-France, absolument. 25% d'écart. Ils n'ont même pas baissé les prix le temps de notre ouverture. Qu'après, on vienne me dire j'accepte toutes les critiques. Mais franchement, aujourd'hui, ça, c'est une courbe d'évolution des prix en France de toutes les enseignes. Il n'y a pas le nom, je peux le montrer. Vous voyez comment ça se creuse là. Nous, on est tout en bas. En bleu, c'est nous. Et donc, et ça, c'est des documents qu'ont tous les professionnels du secteur. Donc aujourd'hui, oui, on est les moins chers. Et en tout cas, nous essayons d'être les moins chers, peut-être pas heure par heure, mais on essaye de l'être. Et je pense que c'est une priorité sociale
que Leclerc défend. On arrive au bout. Merci beaucoup, Michel Leclerc. On a poussé beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Je sais, je sens dans moi. Là, je suis fatigué. Merci à vous d'avoir tenu jusque-là. 5h30, 6h. Merci en tout cas pour avoir répondu à nos questions et surtout aux questions des téléspectateurs ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.